Bonjour à tous pour la capsule de cette semaine. On va parler du sujet préféré de tous, l'assurance vie. Donc, euh, pour débuter, on commence avec le petit graphique ici qui vient démontrer un petit peu le besoin d'assurance vie chez monsieur, madame, tout le monde au courant de leur vie. Donc, on peut voir là, que, en fait, plus qu'on est jeune, moins qu'on a besoin d'assurance vie, là, donc pendant l'enfance, l'adolescence, c'est pas vraiment un besoin qui existe. Puis ensuite, lorsqu'on arrive à l'âge adulte, et puis qu'on commence à avoir des obligations comme hypothèque, dette, enfants, etc., ben là, c'est le moment de notre vie où on a le plus besoin de l'assurance vie. À ce moment-là, c'est surtout des besoins qui sont temporaires, là, donc comme l'hypothèque par exemple, ou subvenir aux besoins des enfants qui, eux, un jour vont être en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Puis après ça, ben, plus qu'on avance en âge, ben là, plus la courbe vient descendre, puis on s'en revient finalement un petit peu à la situation initiale où le besoin d'assurance vie est plus ou moins là. À ce moment-là, ben, l'assurance vie est plus utilisée, par exemple, si on veut léguer de l'argent à la prochaine génération ou, par exemple, si on a une facture fiscale à payer qui est quand même assez importante au décès selon le patrimoine qui a été accumulé pendant la vie. Il y a deux types là, d'assurance vie qu'on vient utiliser dans la planification financière de nos clients. Donc, on a tout premièrement l'assurance temporaire et puis ensuite l'assurance permanente. Donc, comme on peut voir, l'assurance temporaire, c'est pour subvenir aux besoins plutôt temporaires. Comme j'ai déjà mentionné, euh, pour couvrir l'hypothèque, les dettes, si on en a d'autres, et même le remplacement de revenus, là, pour faire en sorte que conjoints survivants et les enfants puissent maintenir le même train de vie si jamais un des deux parents venait qu'à décéder, par exemple. Ensuite, de l'autre côté, bon, on a l'assurance vie permanente qui, elle, va être plus utilisée là, pour venir payer les frais funéraires au décès. Si on veut faire un leg à des personnes à la succession, là, finalement, et ou si on veut venir optimiser la situation fiscale. Donc, on commence avec l'assurance vie temporaire. On voit ici là, quelques-uns des avantages de cette assurance. Donc, on voit qu'on a le choix du terme avec cette assurance-là. Donc, j'ai mis 5 à 100 ans, mais certains assureurs offrent même de 1 à 100 ans là, en termes de termes qu'on peut prendre comme assurance. Donc, si je reprends l'exemple là, de l'hypothèque, on pourrait venir prendre une assurance de 25 ou 30 ans, selon l'amortissement qu'on a choisi, pour venir couvrir la dette là, pendant toute la durée du prêt. Ensuite, ben, c'est une assurance qui est très peu coûteuse. Donc, étant donné que c'est une assurance temporaire qui va prendre fin à un certain moment, bien, c'est une assurance là, qui a très peu de chances là, de payer du point de vue de l'assureur. Et donc, c'est vraiment pas très dispendieux pour une personne dans la vingtaine. Là, on parle là, d'une 20 à trentaine de dollars pour une protection d'environ 500 000. Là. Donc, c'est vraiment pas cher pour la protection et la tranquillité d'esprit que ça l'offre. On a également le droit de transformation que l'assurance vie temporaire vient offrir. Donc, lorsqu'on a une police d'assurance vie temporaire, on a le droit de venir transformer cette police-là en une assurance permanente. Plus tard, ce qui fait en sorte que si jamais il arrive quelque chose pendant la durée de vie de cette assurance vie temporaire-là, qui ferait en sorte que vous seriez plus assurable pour la suite des choses, mais qu'on a toujours des besoins à la suite là, de la fin de ce contrat-là, ben, on peut venir exercer là, le droit de transformation et puis conserver cette assurance-là. On peut aussi, là, pour certains contrats, dans une période de 5 à 8 années, venir transformer la police temporaire actuelle en une nouvelle police temporaire qui est du double de la durée de la police initiale. Donc, si par exemple, j'ai une assurance temporaire de 10 ans, à la cinquième année, ben, je pourrais dire, je veux transformer ma police temporaire de 10 ans en une nouvelle police temporaire de 20 ans à partir de maintenant. Donc, c'est un droit de transformation également qui s'offre pour la plupart des assureurs. Au niveau de la protection de l'assurabilité future, souvent, lorsqu'on fait des rencontres avec des personnes qui sont plutôt jeunes puis qui nous mentionnent avoir un projet d'achat de maison dans les prochaines années, on va souvent venir leur recommander de souscrire à une police d'assurance vie temporaire
à ce moment-là. Puis la réponse qu'on a plus souvent qu'autrement, c'est mais j'ai pas besoin de cette assurance-là parce que j'en ai pas d'obligation en ce moment. Puis, en réalité, avec cette réponse-là, le client il a raison parce qu'il se retrouve ici dans la courbe là, où le besoin d'assurance vie est très faible. On n'a pas d'obligation, pas d'enfant, pas de maison encore, etc. Par contre, le point sur lequel on veut venir taper là, avec cette assurance temporaire-là, c'est vraiment la protection de l'assurabilité future parce qu'il n'y a vraiment rien qui vient garantir qu'au moment où ce qu'on va réellement avoir besoin de cette assurance-là, euh, on sera toujours admissible à pouvoir aller décrocher la protection qu'on veut. Donc, de venir prendre une assurance temporaire plus tôt dans la vie, c'est une très bonne façon de venir garantir qu'on sera capable de se couvrir au moment où on en a réellement besoin. Puis, il y a également le point de, avec l'assurance, c'est le prix augmente, plus on attend, là, donc plus on est âgé, plus le prix de l'assurance est élevé. Donc, on dit souvent là, aux clients qu'il n'y a pas de problème, on peut attendre avant de venir souscrire à une assurance, mais tu vas en avoir moins pour plus. Donc, euh, petit point à prendre en considération. Pour ce qui est de l'assurance vie permanente, il y a comme trois types d'assurance vie permanente. Donc, on a l'assurance vie entière avec participation, qui est l'assurance qu'on utilise le plus de notre côté. On a l'assurance vie universelle, puis on a l'assurance vie T100. Donc, l'assurance vie T100, comme on peut le voir, c'est une assurance temporaire, mais jusqu'à 100 ans, là. Donc, on s'entend que c'est pratiquement une assurance permanente, finalement. La différence entre celle-là puis les deux autres, c'est que l'assurance vie entière avec participation et l'assurance vie universelle vont offrir des valeurs de rachat, tandis que l'assurance vie T100, ce n'est pas le cas. On regarde ici là, les petites différences entre l'assurance vie avec participation et l'assurance vie universelle. Au niveau des primes de l'assurance vie entière avec participation, elles sont fixes et garanties, tandis qu'avec l'assurance vie universelle, elles sont flexibles. Donc, il y a un montant de base à payer pour l'assurance vie universelle, mais la personne qui a l'assurance peut toujours décider de cotiser un montant plus élevé que la prime, puis la différence va aller être déposée là, dans un compte d'investissement à même l'assurance. La valeur de rachat du côté de l'assurance vie avec participation, il y a une portion qui est garantie, puis il y a une portion qui est variable. Donc, on a toujours une valeur de rachat garantie qui peut augmenter selon les participations de l'année en cours. Tandis qu'avec l'assurance vie universelle, on n'a pas de valeur de rachat qui est garantie. Tout dépend le déplacement à l'intérieur de la police. Au niveau de la gestion des assurances ou de la croissance des assurances plutôt, là, c'est avec l'assurance vie entière, avec les participations. C'est vraiment des participations que la police vient verser, donc c'est l'assureur qui gère tout. Tandis que du côté de l'assurance vie universelle, euh, le preneur de l'assurance a un choix là, dans quel placement finalement l'argent qu'il injecte dans la police est investi. Au niveau du risque, ben, c'est sûr que l'assurance vie avec participation, c'est un risque qui est très faible, euh, comparé à l'assurance vie universelle qui est plus variable, étant donné que c'est des placements qui peuvent être sur la bourse, là. Donc, ça peut varier pas mal. Tandis que l'assurance vie entière avec participation, ben, d'un autre côté, on la compare quand même avec du revenu fixe, là, parce que c'est des rendements qui sont pratiquement euh, garantis, euh, puis qui ne vont pas varier là, une fois qu'ils sont acquis. Au niveau des objectifs, ben, on voit que l'assurance vie entière avec participation, c'est plus convenable pour quelqu'un qui cherche la stabilité et de peut-être laisser quelque chose à la succession, tandis que l'assurance vie universelle, c'est plus au niveau de la flexibilité et l'accumulation de patrimoine. Puis dividendes, oui et non, ben là, ça c'est comme j'ai mentionné, le versement des participations faites par l'assureur, qui est fait dans l'assurance vie avec participation, mais pas dans l'assurance vie universelle. Si on continue, donc j'ai parlé d'optimisation fiscale plutôt en utilisant l'assurance. Donc j'ai le petit graphique ici qui permet de voir comment on vient faire ça. Donc pour le bien de la cause, j'ai pris un beau gros chiffron de 1 million de dollars en termes de patrimoine pour démontrer quelqu'un qui avait un REER maximisé, un CELI maximisé, puis qui était rendu à placer de l'argent dans un compte non enregistré. Donc, on voit ici à gauche la situation initiale où le client a un portefeuille d'1 million de dollars, donc 650 000 en REER, 150 000 en CELI et 200 000 en non enregistré. Puis, la façon que c'est réparti, c'est 75 en actions, un 25 plus sécuritaire en revenu fixe. Si ici la personne vient souscrire à une police d'assurance vie permanente,
vie entière avec participation, avec une prime de 10 000 $ par année qui est payable sur 10 ans. On s'entend que au final, sur 10 ans, son assurance vie va lui coûter 100 000 $. Mais là, on voit à la droite la façon que le portefeuille a été restructuré. Donc, on voit que maintenant, on a un 650 000 en REER, on a toujours le 150 000 en CELI. C'est sûr que ça ne prend pas en compte le fait là, des nouvelles cotisations qui auraient eu lieu et même de la croissance sur ces 10 années-là. Et puis, ben là, on a coupé la portion non enregistrée en deux. Donc, on a plus de. On a un 100 000 de moins finalement en non enregistré parce qu'on a pris l'argent du compte non enregistré pour venir payer les primes de 10 000 $ par année de la police. Donc, on a une portion d'assurance vie maintenant là, qui est venue remplacer ce 100 000 $-là. Je n'ai pas mis de montant finalement parce que le montant d'assurance que ça donne peut grandement varier selon l'âge là, de la personne qui souscrit. Mais on voit que finalement, on a pris un 100 000 $ qui était investi dans un compte qui n'était pas à l'abri de l'impôt, puis on l'a envoyé à l'abri de l'impôt en utilisant l'assurance. Donc, souvent, les personnes sont réticentes à venir prendre une assurance avec une prime comme ça parce qu'ils se disent, ben, je ne serai jamais capable de payer ça d'année en année. Mais il faut vraiment le voir comme un effet de diversification du portefeuille. Donc, on vient prendre une portion de votre portefeuille en revenu fixe à chaque année. On l'enlève du revenu fixe et on la place vers l'assurance. Euh, donc, ce n'est pas un 10 000 $ qui part là, de votre salaire ou de votre revenu de retraite. C'est vraiment au même déplacement qu'on vient le financer. Puis si on voit là, la répartition du portefeuille ici en bas, ben, on voit que maintenant, au lieu d'être un 75 % en actions, 25 % en revenu fixe, ben, le portefeuille est plutôt 75 % en actions, un 12,5 % d'assurance et un 12,5 % de revenu fixe. Donc, j'espère que ce petit exemple-là a fait en sorte que vous compreniez peut-être un petit peu mieux les différents concepts qui peuvent s'appliquer au niveau de l'assurance vie. Si certains de ces concepts-là vous parlent, n'hésitez pas à nous faire signe, ça va nous faire plaisir.